Alors justement, un égal accès au numérique pour tous, on l'évoque depuis un petit moment maintenant. On va encore aller un petit peu plus loin ensemble. Et j'aimerais vous donner la parole, Lucie Kendrick. Vous êtes directrice de l'Union départementale des associations familiales de Haute-Loire. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de l'enseignement, des élèves. On a aussi évoqué parfois la question des familles. J'imagine que l'accès au numérique est quelque chose qui est aussi au cœur de vos réflexions, des associations que vous accompagnez au sein de l'UDAF. Oui, effectivement. L'UNAF a fait une étude de l'école à la maison auprès de 1800 familles. Ils ont retrouvé qu'à peu près 22% eu des difficultés en termes de connexion, 22% aussi dans leur rôle des difficultés de matériel aussi. Donc ça rejoint tout à fait ce qui était dit par toutes les parties prenantes ici. Après, je trouve qu'il y a une inventivité, une créativité aussi par tous. Les parents, c'était une période difficile, une période charnière, et ce qui est intéressant aujourd'hui avec les états généraux, c'est qu'on puisse voir ensemble concrètement comment on peut avancer maintenant avec des choses très simples, très pratiques, mais partout en Haute-Loire, pas juste la partie urbain, périurbain, mais qu'on va vraiment dans le rural avec tous les parties prenantes aujourd'hui. La force de l'UDAF, c'est d'avoir un réseau d'associations qui est vraiment développé sur l'ensemble du territoire départemental. Est-ce que, justement, vous parlez de l'urbain, périurbain et rural, est-ce que dans l'étude qui a été portée par l'UDAF, on voit une différence d'appropriation ou en tout cas de gestion, de maîtrise de l'apprentissage à distance, comme ça a pu être le cas pendant le confinement ? Dans l'étude menée par l'UNAF, on n'a pas forcément vu la partie en détail entre le rural et l'urbain, mais on sait qu'en Haute-Loire, on sait qu'il y a ce problématique qui existe et que c'est ensemble qu'on va arriver avec les parents. Donc ça veut dire quelle coéducation, quel partenariat pour travailler ensemble dans ce sens. Pour que ces trois éléments, connexion, matériel, formation, éducation, que ce soit pour l'équipe éducative, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enfants. Christophe Duclos, vous êtes adjoint du directeur au sein de la direction régionale académique numérique éducatif. Si on veut aller justement un petit peu dans ce sens-là, est-ce que on observe sur l'académie de Clermont des vraies disparités en termes d'accès ou de suivi de l'éducation pendant cette période de confinement ? Indubitablement oui. Après, notre travail pendant toute cette période, ça a été d'essayer de limiter cette inéquité territoriale, cette inéquité dans les accès. C'est pas quelque chose qui a été initié par le confinement, par la situation sanitaire. C'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis très longtemps au niveau de l'éducation nationale, avec nos partenaires des collectivités, puisque c'est un travail de construction, de co-construction, de collaboration qui s'est mis en place. Ça a été aussi au niveau du ministère qui est le nôtre, de s'assurer que des outils, des services, des fonctionnalités pouvaient être proposés au plus grand nombre pour essayer de limiter, autant que faire se peut, ces inégalités qui ont été exprimées, qui ont été relatées et qu'on constate aussi malheureusement sur le terrain. Pour un certain nombre de choses, je voudrais juste revenir sur quelques exemples qui ont été mis en place sur ces dernières années. Au niveau du territoire, au niveau de l'Académie de Clermont-Ferrand, ça a été mettre des outils communs dans tous les établissements, du petit collège rural aux gros établissements clermontois, des outils qui permettaient à chacun de pouvoir conduire à son niveau un travail avec ses élèves. Je fais référence là à un ENT sur le second degré qui a été mis en place dans tous les établissements, collèges et lycées de notre académie, qui a particulièrement montré pendant la période de confinement son intérêt, qui, sur les retours qu'on a, nous, a été plébiscité par les enseignants, par les utilisateurs, par les familles aussi, même si tout n'est pas parfait, on ne va pas faire de l'angélisme, mais on a pu constater qu'il y a eu une adhésion à des outils de ce type-là. On a essayé de conduire une démarche identique sur le premier degré, avec des difficultés liées à la complexité des décisionnaires sur le premier degré, c'est-à-dire que autant quand on travaille sur le second degré, on a en face de nous les conseils départementaux, le conseil régional, c'est-à-dire un nombre limité de partenaires, autant sur le premier degré avec la multiplicité des communes, c'est quelque chose qui a été plus compliqué à mettre en œuvre, mais quelque chose qui
ne nous empêche pas d'avancer. C'est aussi pour ça qu'on a essayé de mettre des solutions académiques en place en substitution de ce qui n'avait pas pu être fait sur le niveau territorial. Je voudrais juste rappeler que ça a été la possibilité pour tous les enseignants du premier degré de bénéficier très rapidement, lorsque les établissements, les écoles ont été confinées, d'outils type cloud pour pouvoir stocker, partager, héberger des données. C'est 7500 enseignants dans le premier degré qui en bénéficient aujourd'hui. Ça a été aussi au niveau du national un vrai travail pour mettre à disposition des outils qui ont pu permettre de réagir, et ça a été évoqué tout à l'heure à travers un dispositif comme Ma classe à la maison, de réagir rapidement et de façon efficace à ces besoins de continuité pédagogique qui s'étaient avérés nécessaires. Juste pour information, c'est 70 000 classes virtuelles qui ont été organisées au printemps dernier, c'est-à-dire qu'on est sur des volumétries extrêmement importantes qui touchent tous les degrés. Donc oui, il y a un vrai travail qui a été développé depuis de nombreuses années, dans le cadre de partenariat, j'insiste là-dessus parce que c'est extrêmement important, on ne fait pas tout seul, pour essayer de mettre en place des outils qui permettaient de limiter, autant que faire se peut, les inégalités et garantir une certaine équité au niveau du traitement qu'on pouvait accorder ou qu'on doit accorder aux différentes écoles et aux différents établissements de notre territoire. Alors, je me tourne vers vous, Georges Mauguin, responsable du service des systèmes d'information et des ressources numériques du département. On le comprend bien, mettre en place les outils nécessaires pour qu'il n'y ait pas de disparité, que l'on soit, et on l'évoquera tout à l'heure, à Chamalières-sur-Loire, au Puy-en-Velay ou à Clermont-Ferrand. Ça se fait en partenariat avec les collectivités, comme vient de nous le rappeler Christophe Duclos. Qu'est-ce qui est porté justement au sein du département et ce qui a été fait pour que ça ne soit pas juste une intention politique, mais une réalité, on va dire, au quotidien. Alors, vous m'entendez ? Oui. Ça a été dit dans l'introduction par Corinne Bringer. C'est une compétence qu'on a récupérée, nous, de gestion des équipements informatiques des collèges en 2018. Et depuis, donc, on a posé une politique avec des investissements qui sont assez conséquents, 800 000 € rien que pour les postes de travail. Donc, on a en possession également les bâtiments des collèges publics. Donc, on a refait tous les câblages et toutes les sécurisations électriques des sacs qui hébergeaient les serveurs. Donc, on a déjà beaucoup investi dans ce registre-là. Sur les télécommunications, dans la connectabilité des établissements, Sébastien l'a évoqué tout à l'heure, il y a un plan bien de très débit qui se termine un peu avant 2025, normalement, si tout va bien, qui permet quasiment aujourd'hui à tous les établissements d'accéder, pas aujourd'hui 50%, mais demain 100% en fibre optique. Et donc on installe, nous, des ordinateurs, on en a installé 1200, me semble-t-il, c'est ça, 1200 en 2 ans, donc c'est quand même pas rien, sur un parc de 2400. Donc on a rénové l'ensemble des ordinateurs. Donc ça, c'est la compétence du département. On va dire qu'on est sur les infrastructures, le matériel, les moyens. Mais je m'aperçois, à l'aune des échanges de ce matin, qu'il y a un petit problème de gouvernance générale. Enfin, je me permets une remarque. Il y a des solutions de connectabilité. Alors, on parle des collèges, on peut parler des domiciles pour les cas de confinement. On a des solutions de postes de travail et on a des pédagogues qui ont des besoins et qui ne sont pas tous alignés sur la même pratique. Et nous, on raisonne en poste de travail. Accès Internet, on va dire qu'il y a des solutions aussi. Mais on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément comme il y a très peu d'échanges. En tout cas, pour moi, pas suffisant au regard de ce que j'ai entendu ce matin, pour qualifier correctement un besoin, apporter les meilleures solutions et optimiser l'appropriation de ces équipements et de leurs contraintes par le corps enseignant, quel qu'il soit, aussi varié qu'il soit. J'ai un petit commentaire sur la sécurité. Vous savez aujourd'hui que c'est très compliqué, c'est très risqué aujourd'hui de faire n'importe quoi sur les postes. Donc nous, on est très dur, mais vraiment, et c'est normal. On essaie de blinder l'accessibilité. On n'installe pas n'importe quoi, n'importe qui sur les serveurs. Sinon, on peut embarquer tout le monde dans le noir. Il faut bien avoir ça en tête. Donc nos exigences de sécurité, malheureusement, elles sont là. Dans ce bâtiment, si je laisse une grande porte ouverte la nuit et tous les autres fermés à clé, la fragilité générale, elle est posée là. Alors, voilà, donc on a cette approche de sécurité en plus des équipements et ce lien qui manque peut-être dans les échanges, un peu plus nourri, entre l'expression formelle du besoin et les solutions qu'on peut apporter, parce qu'il y en a pas mal qu'on peut apporter.
Christophe Duclos, c'est intéressant d'entendre ça. Comment est-ce que c'est géré justement cette transversalité des besoins finalement entre l'aspect purement technique, si je schématise, qui serait confié aux collectivités en disant on a besoin de tant de milliers d'euros pour pouvoir investir convenablement et finalement penser aussi bien le matériel avec l'usage, si je comprends bien, c'est ça que vous nous êtes en train de nous dire et de mettre la formation qui va aussi en direction des enseignants et potentiellement des familles aussi pour que tout le monde puisse avoir cette maîtrise de l'outil informatique pour l'éducation. Je rappelle que les états généraux du numérique, c'est pas de l'éducation, c'est pour l'éducation. Donc c'est vraiment au cœur de l'accompagnement de l'élève et de son apprentissage. Comment est-ce que c'est géré cette transversalité ? Par un travail au quotidien avec les différents partenaires, je réinsiste là-dessus, mais les contacts qui sont quotidiens avec les collectivités territoriales pour identifier ce qui peut permettre de faire avancer les choses. On travaille avec à la fois les conseils départementaux, le conseil régional pour ce qui concerne les lycées, avec les associations représentatives d'élus des maires, maires ruraux, des maires, avec des communes qui nous sollicitent pour essayer d'établir ensemble ces partenariats qui vont nous permettre de mettre en place quelque chose de cohérent. On voit bien, et ça a été évoqué plusieurs fois ce matin, qu'il y a quelque chose qui est indissociable entre l'équipement qui est mis à disposition, entre les accès qui sont proposés, entre les services qui sont proposés par les établissements à travers ce que les autorités académiques peuvent développer ou peuvent mettre en place, là encore avec les collectivités, et par rapport à la formation que nous devons, nous, mettre en place auprès des enseignants pour leur permettre de s'approprier ces outils et de les maîtriser dans des conditions qui leur permettront d'être efficients dans leur pratique. Donc c'est un travail au quotidien et c'est pas un vain mot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée lors de laquelle on n'est pas en contact avec une collectivité pour évoquer un problème particulier. Alors c'est vrai qu'on est confronté aussi à une autre difficulté, c'est que l'Académie de Clermont, si on pense que le second degré, c'est 190 établissements, c'est 1200 et quelques écoles, c'est 14 000 enseignants. Donc c'est arriver à essayer de trouver une cohérence pour mettre en place des politiques qui peuvent s'appliquer au plus grand nombre pour justement répondre à ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette notion d'équité, cette notion d'égalité de traitement. C'est pas faire injure de dire aux enseignants qu'ils sont avant tout des personnes libres dans leur choix, dans leur pratique pédagogique. C'est aussi parfois difficile d'arriver à faire comprendre que certains points ne peuvent pas être totalement laissés à disposition des enseignants. Je reprendrai ce que disait sur la sécurité. Ouais, si on ouvre une porte, il ne faut pas s'étonner parfois qu'on arrive à rentrer dans l'édifice et qu'on arrive à faire, en toute bonne foi, attention, on ne remet pas en cause les choses, mais en toute bonne foi, qu'on arrive à avoir des effets qui peuvent être dévastateurs. Et ces contraintes, elles sont parfois mal comprises. L'idée, on est tous d'accord là-dessus, je crois, c'est essayer de donner un environnement de travail, des conditions de travail qui soient optimisées pour chacun. Il y a des contraintes, il faut qu'on arrive à en tenir compte. Là, une liberté un peu contrôlée, on comprend bien, qui est en tout cas au profil des utilisateurs que sont les enseignants. Je redonnerai la parole tout à l'heure, en quelques mots, vraiment. Juste un petit complément par rapport à l'installation des logiciels. On est en train d'installer ce qu'on appelle une forge logicielle sur les logiciels qu'on préqualifie sur le plan technique, on n'est pas sur le fond, d'accord, et qu'on mettrait à disposition sur des serveurs pour que les enseignants qui le souhaitent puissent les charger, les utiliser sans qu'ils aient à faire appel à nous. Donc la demande inverse, c'est si vous avez de tels besoins, n'hésitez pas à nous les faire passer, on va les qualifier techniquement, on est bien d'accord, et on les mettra à disposition sur cette forge logicielle. Voilà, en complément. Je peux juste un mot par rapport à ça. J'aimerais bien, en 2 secondes, parce que j'aimerais partager la parole avec tout le monde, mais allez-y. Non, mais juste donner un exemple là-dessus. Le conseil régional avait travaillé sur justement cette réflexion. Quand ils ont fait un audit pour savoir combien de logiciels étaient installés sur les ordinateurs dans les lycées, c'est 55 000, je dis bien 55 000, versions et sous-versions qui étaient disponibles dans les lycées. Donc on voit bien qu'on a nécessité de mettre en place des dispositifs pour garantir le bon fonctionnement des choses. Et je m'en reviendrai là. Thibaut Defour, je vais vous donner la parole. Je vais pas vous demander combien il y a de logiciels sur votre ordinateur à l'école de Chamalières. C'est intéressant de voir, vous, comment est-ce que ça a été aussi vécu. On parle beaucoup des grandes agglomérations. On a eu parfois des exemples et nous, les premiers, peut-être par facilité, parfois, pendant le confinement, on est allé voir ce qui se passait dans les écoles qui étaient proches des médias, donc souvent dans les grandes agglomérations. Comment se passait l'école chez vous à Chamalières-sur-Loire? Je sais pas s'il y a la fibre, déjà. Non. Non, on peut le comprendre, c'est un
une très jolie Alors, commune sur le bord de Loire, fait. mais il y a encore un peu de travail à faire d'un point de vue accessibilité numérique. Comment est-ce que justement vous avez-vous perçu, en tant que directeur de cette école, l'accès au numérique au sein de vos élèves? Alors l'accès au numérique, nous, il était un petit peu habitué. Du coup, puisqu'on a un ENT d'école depuis pour la 4e année, là, donc les parents avaient déjà l'habitude d'aller voir un petit peu sur le ENT, et les élèves aussi. Donc pour diffuser tout ce qui était le travail à faire, les leçons, les petites vidéos, les petites choses comme ça, c'était quand même facilité déjà par ce biais, quoi. Donc à ce niveau-là, déjà, on avait déjà l'outil technique, on va dire, en place. Après, les parents ont quand même réussi à se connecter relativement bien. Voilà, donc les débits n'étaient pas toujours énormes, donc c'était compliqué quelquefois pour télécharger quelques documents, mais ils ont quand même réussi à télécharger les documents. Il s'est fallu que certains s'équipent d'ordinateurs ou d'imprimantes, par contre, donc c'est pas toujours facile, parce que c'est des temps où en plus il y avait des problèmes de chômage technique ou autre, donc Perte de revenus, quelques difficultés familles, financières pour certains parents. Voilà, d'autres parents qui travaillaient, donc pour le coup c'était un peu plus difficile pour eux aussi d'accompagner, mais ça c'était valable de partout, que ce soit à la campagne ou dans les villes. Mais c'est relativement bien passé du point de vue numérique, parce qu'après au point de vue de la mise en place, c'était toujours compliqué pour tous les enseignants. Oui. De refaire en fait le travail pour que les parents puissent l'expliquer correctement aussi. Est-ce que vous avez le sentiment que dans les quelques décrocheurs, s'il y en a eu, c'est dû à la difficulté d'accès au numérique, ou est-ce que c'est finalement ceux qui auraient peut-être aussi décroché d'une autre manière ou qui étaient les plus en difficulté déjà au sein de l'école? Est-ce que le numérique a eu un impact sur l'apprentissage pour certains? Alors pour certains, il y a des familles qui sont dans la difficulté face au comportement de leurs enfants, déjà à la base, et ils ont eu des difficultés parce que il fallait en plus qu'ils les fassent travailler. Donc dans certaines familles, ça a été très très compliqué, et les élèves ont décroché un petit peu. Même si on essayait de les raccrocher nous, par des coups de téléphone ou autre, c'était quand même difficile pour certaines familles. Voilà. Après, à contrario, il y a des élèves pour qui c'est très compliqué d'être dans un groupe classe et qui, être en face à face avec le parent, avec le guidage de l'enseignant, ont permis aussi d'avancer sur certains points. Lucie Kendrick, qu'est-ce que l'UDAF peut finalement demander aujourd'hui à l'Éducation nationale pour améliorer aussi cette capacité à accompagner l'enseignement, à accompagner l'éducation des élèves? On a compris que c'était des acteurs importants, on l'a rappelé tout au long de la matinée, on l'a vu pendant le confinement, que sans les parents, et Thibaut Defour vient de le redire, l'importance des familles dans l'acte éducatif. Qu'est-ce que vous pourriez aujourd'hui demander? Qu'est-ce que vous attendez aussi peut-être de l'Éducation nationale ou des acteurs des collectivités territoriales pour aider ces familles-là que vous représentez? Je pense qu'on est comme toujours dans une collaboration avec tous les acteurs, et que aujourd'hui, peut-être les parents, ils ont envie d'investir les espaces parents qui ont déjà été créés, qui a une mise en place. Est-ce qu'il y aura peut-être un référent outil numérique qui puisse faire l'interface, qui puisse former les parents? L'idée d'un sondage en début d'année scolaire, même quand on fait la fiche d'inscription, pour dire voilà notre matériel, voilà notre connexion, voilà notre niveau à travers PIX par exemple. Est-ce qu'on pourrait dire, pour prévoir des ateliers avec des parents, de dire à quel moment vous serez disponible pendant la semaine ou le week-end pour des ateliers? Donc c'est des choses pratico-pratiques, et comme toujours, je pense sur chaque territoire, c'est de se mettre autour de la table et de voir les besoins sur chaque secteur. Et Christophe Duclos, est-ce que les parents, dans la réflexion, dans le dialogue que vous évoquiez tout à l'heure avec les collectivités territoriales, est-ce que les parents sont aujourd'hui une partie prenante finalement aux choix qui sont élaborés pour l'enseignement, ou est-ce qu'il faut plus le faire? Est-ce que le confinement a marqué qu'il y avait un besoin finalement de les intégrer un petit peu plus dans les outils numériques et dans l'usage, ou en tout cas le choix des outils numériques utilisés à l'école? Ils ont toujours été associés. Je vais prendre un exemple. Lorsque l'ENT second degré a été développé, a été mise en place dans la dernière version à la rentrée de septembre, comme ça l'a été précisé par une collègue ce matin,
Ça s'appuie sur un travail qui a été conduit en partenariat avec des utilisateurs, des comités d'utilisateurs, avec les collectivités, et à partir aussi d'enquêtes sur lesquelles les parents ont été très fortement sollicités. De mémoire, il y a eu plus de 12 000 réponses par an sur le questionnaire qui avait été proposé sur les 3 académies de Clermont, Lyon, Grenoble, puisque c'est un ENT commun, dans ce cadre-là. On travaille avec aussi les représentants des fédérations de parents d'élèves, et je crois qu'il y a eu aussi un gros travail cette année qui a été conduit à la rentrée, dans les établissements directement, pour la sensibilisation des parents aux services et aux outils qui étaient proposés. C'est-à-dire qu'on a eu de multiples remontées d'établissements qui nous ont dit que sur les premières semaines de la rentrée, en s'appuyant sur l'expérience de la période de confinement, ils avaient souhaité, au niveau de ces établissements, former les parents, informer les parents, donner un certain nombre de règles d'utilisation pour que les outils proposés soient utilisés au maximum de leur fonctionnalité et et en faire le meilleur usage possible. Thibaut Defour, serait une bonne chose que d'imaginer des formations pour les parents, peut-être en début d'année ou au cours de l'année, pour qu'ils aient un usage numérique potentiellement anticipé un deuxième confinement. Alors pour ce qui est de l'ENT, déjà nous, il est présenté du coup en réunion de rentrée quand même pour aider les parents aussi à le comprendre. Et on a fait évoluer les ENT, c'est-à-dire qu'on est parti avec les ENT proposés donc par le rectorat en fait sur l'expérimentation pendant 2 ans, on avait fait ça. Et après, j'avais vu avec la municipalité, donc qui a bien voulu me suivre, pour prendre un ENT qui était la suite en fait du même éditeur. Et quand on me disait construire avec les parents, ce nouvel ENT pour le coup avait mal été accueilli par les parents. Il y avait des problèmes techniques, des soucis au niveau des notifications, etc. Donc on a réévolué là cette année, on a rechangé de ENT et on est parti sur un ENT qui a une application qui est très ergonomique. Et je pense que c'est très important aussi pour les parents qu'il y ait quelque chose d'ergonomique qui soit facile à utiliser pour qu'ils n'aient pas à réfléchir à aller dans tel ou tel menu pour aller chercher. Et la formation, elle est déjà facilitée par ça, c'est que de fait, si l'outil est simple à utiliser, la formation est tout de suite plus vite faite.